je vais évoquer une mémoire, pas des mémoires, mais une mémoire qui est toujours sur le qui-vive, pas tout à fait paranoïaque, mais presque, toujours sur la défensive, se sentant perpétuellement attaqué, en danger, fragile, en danger d'assimilation par la langue. Au Québec, il y a 8 millions d'habitants. Si vous enlevez un petit million d'anglophones ou d'allophones, vous avez 7 millions de francophones et, comme disent les Québécois en général, dans un océan de plus de 300 millions d'anglophones. Alors c'est vrai que si vous le prenez sous cet aspect, le maintien de la langue française est difficile et le maintien d'une identité qui ne soit pas avalée soit par le reste du Canada qui parle anglais, soit par le grand voisin états-unien, est quelque chose d'assez difficile. Il ne faut jamais oublier qu'à Montréal, nous sommes à 67 km de la frontière américaine, que bien sûr, à l'ère de l'Internet, ce n'est même pas un problème, mais que tout de même, si vous prenez votre voiture, vous êtes à 4 heures de route de Boston, et 7 heures de route de New York. Si vous prenez l'avion, vous n'êtes même pas à 3/4 d'heure de New York, et il faut parfois plus de temps pour aller à l'aéroport que pour faire le Montréal-New York. Tout ça pour dire qu'il y a toutes sortes de raisons historiques, mais je n'aurai pas le temps de m'y arrêter, à cette espèce de qui-vive perpétuel d'une identité et d'une mémoire en difficulté. Mais il est très difficile d'en parler, même si du haut de mes 35 ans de Québec, je me donne le droit de le faire. J'ai d'ailleurs fait un livre qui s'appelle « Nous autres, les autres, difficile pluralisme, mais mal m'en a pris », car on ne devient jamais québécois, surtout avec cet accent parisien que je me trimballe. Donc, c'est assez difficile d'en parler parce que nous avons affaire à des articulations extrêmement complexes et je ne crois pas que ce cas de figure existe ailleurs, peut-être en Amérique, au sens large du terme, Amérique continent, mais certainement pas en Europe. C'est-à-dire une articulation sur un vieux discours, un grand récit, j'y reviendrai, traditionnel, presque néo-barétien sur l'identité, mais qui s'est disloqué une première fois dans les années 60 et qui a subi une deuxième secousse dans les années 80, comme partout ailleurs, et en même temps une espèce d'exposition, parce qu'on est en Amérique du Nord, il ne faut jamais l'oublier, je vais y insister, au postmoderne dans tous les sens du terme, dans le sens identitaire comme dans le sens idéologique. Et donc cette articulation d'un archaïsme nationaliste du XIXe siècle hérité de Bonald français et d'une pensée échevelée nord-américaine postmoderne qui renouvelle complètement les identités, matinée d'une volonté de se vouloir amérindien quelque peu, car les Indiens vont jouer un rôle très important là dans mon discours. Il ne faut jamais les oublier. On ne les a pas tous massacrés. Ils sont là, d'ailleurs, en ce moment, au Canada, ils font parler d'eux, si vous regardez sur Internet, de façon retentissante. Donc, c'est une articulation extrêmement délicate que je vais essayer d'aborder très rapidement à partir aussi de films que je ne peux pas vous montrer, qui ont tous pour auteur Jacques Godbout, qui est un écrivain québécois, qui est aussi un cinéaste et qui lui, alors, a fait des choses très importantes pour renouveler ce discours traditionnel. Alors, le discours traditionnel, c'était déjà désarticulé quelque peu au moment de la Révolution tranquille. Ce qu'on appelle la Révolution tranquille, c'est les grandes transformations de 1960 et au-delà. C'était un discours extrêmement clérical, extrêmement réactionnaire, que vous allez reconnaître pour autant que vous ayez étudié le discours de la droite et de l'extrême droite en France au XIXe siècle. Il s'agissait donc d'une petite société à grande cohésion sociale, du moins c'est ce qu'on disait, dont la filiation directe était la France, mais attention, la France d'Ancien Régime, d'où le drapeau à fleur de lys,
pas du tout la France républicaine. Donc une France, comme disait le clergé, Dieu merci, nous avons évité les Lumières et la Révolution. Donc grâce à la domination anglaise, nous avons évité ces horreurs absolues que sont les Lumières et la Révolution. Donc filiation envers la France d'Ancien Régime, avec une lutte de tous les jours contre le grand voisin américain qui était synonyme de modernité et par lequel non seulement le protestantisme pouvait arriver, mais y compris des choses qui révolutionnaient la vieille cohésion paysanne, car il s'agit d'une société de paysans, la ville étant le lieu de perdition habituel, discours qu'on connaît bien. Donc il s'agit d'être dans la cohésion et d'une culture donc reliée à l'ancienne France, d'une culture paysanne. Et tout ce qui pouvait menacer cette petite société, le cosmopolitisme, bien entendu le protestantisme, société catholique évidemment, bien sûr, tout ce qui pouvait la menacer, l'industrialisation, la modernité, des minorités ethniques, mais à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, tout cela c'était le grand danger. Et la cohésion absolue était donnée à la fois par la religion, rôle du clergé, par la religion catholique et la langue. Donc le tandem, enfin la société rurale, clergé catholique, société catholique et langue française était une espèce de triptyque absolu sur lequel elle reposait. Et d'une certaine façon, cette pensée, d'une certaine façon, cette cohésion a tenu très longtemps, ce qui a permis d'ailleurs du reste d'avoir une société assez peuplée, parce qu'évidemment pas de contraception dans cette société, donc beaucoup d'enfants. Malgré tout, cette société plus complexe que cette pensée ne le laisse bien sûr à penser, car d'une part il y a la misère et les gens partent très massivement vers les États-Unis, vers les villes du nord-est de la Nouvelle-Angleterre où ils vont devenir ouvriers dans les filatures. Donc une grande partie part et va s'assimiler. Beaucoup de noms francophones en Nouvelle-Angleterre. Et d'autre part, un certain nombre d'éléments de la modernité arrivent au Québec, malgré tout, mais en étant peut-être un peu stigmatisés. Alors, ce récit s'est disloqué une première fois au moment de la Révolution tranquille, un peu comme un château de cartes, avec évidemment les historiens étudient toutes les causes et tout ce qu'on pouvait percevoir, mais si on n'était pas très attentif, on ne percevait rien. Mais je dirais du jour au lendemain, on s'est aperçu que les couvents se sont vidés, les gens se sont éloignés de la religion. Enfin, le Québec est entré dans la modernité, mais je dirais, il n'a pas eu le temps quasiment d'entrer dans la modernité, il est quasiment entré directement de l'archaïsme dans la postmodernité, ce qui donne cette configuration assez extraordinaire. Alors il ne s'est pas totalement disloqué, ce discours, mais il a été comme déchiré, mis en lambeaux, et il s'est réinvesti tout à fait autrement, je le dirai tout à l'heure, mais non plus investi sur la tradition de l'extrême droite française, dont on n'avait que faire, mais sur le tiers-mondisme. À ce moment-là, le Québec s'est pensé, toujours avec des éléments traditionnels, mais non plus les héritiers de Barrès ou de Bonald, mais plutôt de Memmi ou de Césaire. Alors, fait un mélange un peu curieux, mais tout à fait intéressant. Tout cela a donné, quand même, dans une fragilité un peu réelle, des identités flottantes. C'est ça qui est passionnant et que j'avais très bien vu en arrivant. Venant d'Europe et ne connaissant rien il y a plus d'une trentaine d'années, j'avais bien vu, et je le voyais avec mes étudiants, qui avaient tous un anneau dans le nez, enfin je n'étais pas habituée à ça, des costumes un peu bizarres, je voyais bien que c'était compliqué. Or, Jacques Godbout a fait un film, et je passe par une petite parenthèse, mais vous verrez que ce n'est pas un détour. Il a fait un film sur un des grands fondateurs de la mythologie de l'Ouest américain, qui s'appelle Will James. Will James, un des grands fondateurs de la mythologie du western,
qui, dans une autobiographie qui est devenue un best-seller absolu, s'appelle Lone Cowboy. Et il raconte une histoire extraordinaire, comment il a été rancher, cascadeur, champion de rodéo, avant d'être peintre, car il était doué pour le dessin, avant d'être peintre et écrivain. C'est comme ça qu'il s'est mis à écrire des romans. Et plus tard, ses mémoires, Lone Cowboy, qui ont été lus tous les écoliers américains à un moment donné, avant la télé et l'Internet, mais c'est encore réinvesti sur autre chose maintenant, ont lu ce livre. Alors il raconte qu'il est né dans le Montana, à la fin du XIXe siècle, que son père était du Texas, sa mère de Californie, et qu'il est devenu évidemment orphelin très jeune, et qu'il a erré dans les grandes plaines et dans le Far West, et c'est comme ça qu'il est devenu cow-boy, ranger, etc. Bon, c'est vraiment la grande mythologie, quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs. Quand il est mort, on s'est aperçu qu'il y avait un testament bizarre qui se dirigeait vers un village du Québec. Ben, il n'est pas du tout Will James, il s'appelle Ernest Dufault. Il est né dans un village des cantons de l'Est, à l'est de Montréal, qu'il est d'une famille tout à fait canadienne-française, simplement. C'est un garçon solitaire, qui aime le dessin et qui lit continuellement des histoires de cow-boys quand il est petit. Effectivement, il est comme passionné par ça. Et vers l'âge de 15-16 ans, il obtient de ses parents la permission de tenter sa chance dans l'Ouest. L'Ouest, on est en Amérique du Nord, il n'y a pas que les États-Unis, il y a l'Ouest américain, les grandes prairies. Donc il part dans l'Ouest canadien, il devient effectivement rancher, une espèce de cow-boy à la canadienne si vous voulez. Et puis à un moment donné, il y a une affaire policière à Calgary. Il est mis un peu à l'ombre, puis une histoire de bagarre et il est mis en prison. Et à ce moment-là, il s'enfuit, et il arrive à s'enfuir, il arrive alors dans le Montana, et c'est à partir de là qu'il trafique son identité. Il y a à nouveau une histoire avec la police. Il passe au pénitencier dans le Nevada à Carson City. Et puis, quand il sort de cela, il devient cascadeur à Hollywood, parce que, évidemment, on est en Amérique du Nord, on se retrouve à Hollywood, où il devient cascadeur et il fait du dessin. Il a des succès, ses toiles sont partout. Bon, je pourrais y rester des heures, c'est un film de Godbout, et en même temps, on a réédité et traduit en français Lone Cowboy, et c'est Godbout qui a fait la préface, une très belle préface, à cette édition en français. Alors, pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que ça me paraît typique d'un trafic d'identité nord-américain qui n'est pas simplement qu'on change son nom, on se donne toutes sortes de pseudonymes, mais on se trafique des ancêtres, enfin bon, et c'est quelque chose qu'on trouve extrêmement répandu au Québec, où à la limite, nous dit une sociologue qui étudie les identités, je ne sais jamais, quand j'interroge mes étudiants, qui sont parfaitement bilingues, de quelle langue maternelle ils sont eux-mêmes, n'arrivent pas toujours à le savoir, parce que chez eux, on parlait moitié français, moitié anglais, moitié une autre langue. Enfin, c'est un peu compliqué sur ce plan. Mais ça a beau être compliqué sur ce plan, on reste quand même arrimé à une certaine idée de la fragilité identitaire, et donc extrêmement aux aguets. Un certain nombre, alors deuxième secousse, le discours en lambeaux, deuxième secousse dans les années 80, à partir des années 80, vous savez qu'à partir des années 80, dans le monde entier, quelque chose se modifie. Et là, un certain nombre d'intellectuels voient la crise même de l'identité québécoise et qu'on ne peut pas vivre sur cette mémoire traditionnelle. Et qu'il va falloir, surtout d'ailleurs s'ils sont indépendantistes, c'est un mouvement important, ils ne le sont pas tous, mais beaucoup le sont,
il va falloir trouver autre chose que le discours traditionnel habituel, parce que d'une part, le Québec est devenu une terre d'immigration massive, donc il y a énormément, comme dans tout le Canada, d'immigrants qui arrivent. Ces immigrants qui arrivent, on ne peut pas leur chanter nos ancêtres, non pas les Gaulois ici, bien que les Gaulois par procuration, mais nos ancêtres paysans catholiques, etc. Il va falloir trouver autre chose pour qu'ils se sentent impliqués, y compris dans le passé de ce pays. Vous savez que c'est une opération difficile, que celle d'impliquer les immigrants dans l'imaginaire et le passé d'une société. Vous savez que ça marchait magnifiquement en France autrefois, et ça ne marche plus du tout aujourd'hui. Donc, un certain nombre d'intellectuels, et je parle ici surtout de Gérard Bouchard, qui est l'historien ethnologue là, le plus important à ce sujet, vont essayer de constituer les prémices d'un nouveau discours identitaire et mémoriel. À savoir, nous avons notre mémoire au Québec, mais qui n'a pas été mise en avant. Des choses qui se sont comme endormies, laissées pour compte, parce qu'on était pris dans ce grand discours clérical qui ne voulait pas suivre tous les fils possibles du passé du Québec, et il faut les retrouver. D'abord, pour réintroduire l'importance des Amérindiens, car le discours traditionnel, pour le discours traditionnel, les Indiens sont des sauvages et on ne peut rien en faire. Tandis que les propositions ces intellectuels et de Gérard Bouchard, c'est les Amérindiens sont quand même les premiers habitants de ce pays. C'est grâce à eux que les premiers arrivés ne sont pas morts de froid et de faim et de scorbut. C'est eux qui ont montré comment on survivait dans la neige et dans le grand froid pendant des mois. Nous leur devons beaucoup et ils sont les laissés pour compte du développement canadien en général et du développement québécois. Donc trouver des modes de dialogue pour échanger avec les Amérindiens et tisser un fil de récits qui permettent à un passé ancestral de faire partie de la mémoire québécoise. Pas simple, et on lui est tombé sur le dos à ce pauvre Gérard Bouchard, parce que vraiment penser que les Indiens puissent faire partie de l'identité québécoise, c'était vraiment beaucoup dire. Deuxièmement, les immigrants. Qu'est-ce qu'on fait des immigrants ? Ils ont statut de communauté culturelle, ils se développent, ils sont nombreux, on les intègre dans la mesure où on leur fait prendre des cours de français, mais la plupart, de toute façon, veulent parler anglais malgré tout, parce qu'ils sont en Amérique du Nord, et que, d'accord, ils sont arrivés au Québec, mais dans leur tête, c'est surtout le Canada, et le français, c'est très bien, mais c'est par l'anglais qu'on trouvera un emploi et qu'on s'intégrera, et de toute façon, entre eux, ils parlent espagnol, la langue qui est la leur, et même les enfants. Alors c'est vrai que le Québec, contrairement à d'autres provinces canadiennes ou les États-Unis, a un facteur de rétention de la langue d'origine beaucoup plus grand. C'est-à-dire que souvent on continue, par exemple si on arrive d'Amérique latine, on continue à parler espagnol en 3e ou 4e génération, alors que normalement on pourrait penser que passé la première génération des immigrants, les enfants ayant été à l'école française, francophone, même s'ils parlent espagnol avec leurs parents, ils parlent français dans la rue, ce qu'ils font d'ailleurs, mais c'est vrai que la langue se maintient beaucoup plus longtemps que partout ailleurs et que c'est un problème, enfin c'est considéré comme étant un problème. Alors pour Bouchard, il faut trouver aussi le moyen de tisser un lien avec eux. Beaucoup d'immigrants d'Amérique latine sont des réfugiés politiques de l'âge des dictatures, donc c'est des gens de gauche, et même souvent d'extrême gauche. Comment est-ce qu'on peut nous sommes décolonisés, des victimes depuis toujours, donc de victime à victime, on pourrait s'entendre, ils pourraient nous épauler dans notre combat politique. Vous voyez comment peut se mettre en place un discours où la mémoire du pays d'accueil vient épauler une certaine mémoire des luttes des immigrants
Mais tout ça ne se fait pas sans heurts. Là, je vous fais que résumer très rapidement quelque chose. On dit pour Bouchard, il y a une hétérogénéité constitutive du Québec. Et on ne peut pas continuer à tenir, même s'il s'est plus ou moins disloqué, il est toujours là, ce vieux discours victimaire traditionnel, catholique. Les gens sont encore baptisés, mais enfin, ceux qui se disent catholiques, c'est quand même plus grand monde, même si ils sont quand même tous baptisés. La langue française, oui, alors tout s'est investi sur la langue française et sur le nationalisme, sortir du Canada, ne plus avoir affaire au Canada, résister à la langue anglaise. Mais il n'est pas facile de résister à la langue anglaise en Amérique du Nord. Et parfois, ce combat de résistance à la langue anglaise peut prendre des aspects extrêmement archaïques. Vous avez des penseurs qui vous disent qu'il ne faut pas apprendre l'anglais. Bon, pour apprendre l'anglais en Amérique du Nord, il n'y a pas besoin d'apprendre l'anglais en Amérique du Nord, il suffit d'aller dans la rue. Autrement dit, il vous suffit d'ouvrir la télévision. Tout le monde a le câble, ce qu'on appelle le câble en Amérique du Nord, et on regarde en permanence, peut-être qu'on fait mal, mais c'est comme ça, moi la première, les chaînes américaines, du matin au soir et du soir au matin. Hein. Ce n'est pas la chaîne canadienne-française qu'on regarde, mais les chaînes américaines. Mais alors il se lance, et les écrivains derrière lui, dans une espèce de grand rêve, de nouveaux discours possibles, qui serait un rêve d'américanité. Alors l'américanité est un concept qui ne veut pas dire l'assimilation par les États-Unis. Hein. Il y a une espèce de restitution du mot Amérique à l'ensemble du continent en disant c'est bien beau, mais les États-Unis se sont appropriés le mot Amérique, mais nous sommes aussi des Américains, des Nord-Américains. Et il y a un imaginaire américain. Il y a un imaginaire des grands espaces. Hein, la petite Europe ratatinée. Nous avons un imaginaire des grands espaces. Et nous avons évidemment, en tant que Canada, Québec, enfin, tout ce qui est au nord des États-Unis de toute façon, un imaginaire de la nordicité, parce que je peux vous dire que votre petite neige d'hier, etc., c'est de la bibine. Hein. Je veux dire, à 47 cm la semaine dernière en 4 heures, ça, c'est vraiment l'Amérique du Nord québécoise ou canadienne. Donc, un rêve de nordicité, de trappeur, d'errance dans la neige, de grands espaces, d'une urbanisation qui pourrait mêler à la fois culture européenne et culture nord-américaine, dialogue avec les Amérindiens, intégration des immigrants. Enfin, Bouchard met en place, et effectivement beaucoup d'écrivains ont été séduits, il y a eu beaucoup de romans autour de ça. Moi-même, dans les années 80, j'ai participé à une revue culturelle, vice-versa, où j'ai beaucoup écrit sur l'américanité. C'est quelque chose qui, venant de Paris, que je trouvais très bien à l'époque. Bon. Il a été beaucoup critiqué, parce qu'on lui a dit, c'est bien beau l'américanité, mais qu'en est-il alors de notre filiation fondamentale qui est vis-à-vis de la France? Bon. Et là, cette espèce de guerre entre ceux qui veulent être absolument dans la filiation de la France et ceux qui veulent être dans la filiation de l'Amérique comme continent, c'était une petite guerre. Maintenant, la France n'attire plus personne, donc la guerre est finie. Mais quand même, le discours est là. Alors, pour sortir de là, un certain nombre d'écrivains et de cinéastes, et c'est ce sur quoi je voudrais aussi insister, c'est en face des historiens, dont la plupart, pas tous, je ne veux pas généraliser, mais dont la plupart sont pris dans des bagarres mémorielles. Ils sont un peu comme étaient les historiens au XIXe siècle, c'est-à-dire les organisateurs de discours mémoriels traditionnels, même renouvelés. Ils ne font pas de l'histoire, ils font de la mémoire perpétuelle. Pas tous, bien sûr, mais beaucoup. J'étais très étonnée de me dire, mais l'instrumentalisation de la mémoire au Québec, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Mais les écrivains sont là, les cinéastes aussi, qui sont à peu près les seuls, et c'est très important, parce que c'est quand même une terre de poésie, une terre de romans, les seuls à sortir de ces discours. Et même quand ils n'en sont pas conscients, c'est-à-dire que très souvent, idéologiquement, ils sont pris dans les raies du discours traditionnel, mais dans leur œuvre, c'est tout à fait autre chose.
Alors j'aurais bien voulu vous le montrer, mais il dure 1h30 comme un film, on n'allait pas faire ça, hein. Surtout qu'on va nous sortir tout à l'heure. Alors le film de Godbout et René Daniel Dubois, mais vous l'avez peut-être vu, s'appelle Le sort de l'Amérique, et il est sorti en 1996, donc il n'a pas pris un coup de vieux, parce que je l'ai revu pour le colloque, il n'a pas une ride, mais il a été fait à son heure. Il s'agit de revisiter la fameuse bataille des plaines d'Abraham au Québec, à Québec, dans la ville de Québec, là où il y a eu cette bataille entre un détachement de l'armée française, dirigé par Montcalm, et un bataillon de l'armée anglaise dirigé par Wolfe. Et à la suite de cette bataille, la France a perdu, les Anglais ont gagné, et entre 1759 et 1763, il y a eu des discussions entre le roi de France, ses ministres et les Anglais ont dit, vous avez le choix, vous avez perdu, donc il va y avoir un traité qui va entériner cette défaite, mais on vous donne le choix magnanime entre le Canada, que vous perdez, ça s'appelait comme ça Canada, mais s'il n'y a pas de pays, mais le Canada, ou alors les îles à sucre, les Antilles, c'est à votre choix. Et c'est à ce moment-là que les philosophes se déchaînent. On cite toujours les arpents de neige de Voltaire, mais il n'est pas tout seul. Diderot, Montesquieu, ils sont tous dans l'excitation de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce morceau de glace où il n'y a rien, il y a 3 pelés, 4 tondus. Les Antilles, alors bon. Bref, traité de Paris, fin de cette guerre, le Canada cédé aux Anglais et les îles à sucre que pour le moment la France garde. Alors, cette bataille est donc décisive, c'est pour ça que le film s'appelle Le sort de l'Amérique, puisque l'Amérique, pas simplement cette région, puisque vous savez que les trappeurs et les aventuriers français étaient allés jusqu'à la Louisiane et que toute une partie de l'Amérique du Nord était quasiment, non pas sous gouvernance française, mais qu'elle aurait pu l'être si l'armée n'avait pas perdu à ce moment-là. Donc, nos écrivains cinéastes se disent on va revisiter tout ça. Et ils se lancent, c'est une espèce de film qui se veut un peu documentaire, mais pas tout à fait. Et ils se lancent à la recherche non seulement d'historiens qui pourraient leur expliquer ce qui s'est passé, d'archives qui n'ont pas été vraiment étudiées, et puis tout le site hein, à Québec, et puis ils cherchent un peu tout, et pour commencer, ils vont voir s'il y a des descendants, parce que les deux généraux, le français comme l'anglais, sont morts pendant la bataille, aussi bien Montcalm que Wolfe. Alors, est-ce qu'il y a des descendants? Et ils les trouvent, il y a des descendants des deux côtés. Alors ils vont à Londres, où ils trouvent un descendant de Wolfe qui est un joueur de rock, hein, très sympathique, qui les reçoit. Et, il est journaliste aussi, parce qu'il ne gagne quand même pas sa vie uniquement comme joueur de rock, qui les reçoit, qui évidemment a un très beau salon avec les portraits de Wolfe un peu partout. Il dit oui, écoutez, c'était comme ça à l'époque, hein, moi je suis l'héritier, c'était l'Empire. C'était certainement une erreur, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh, puis je m'en fous un peu, moi je joue du rock. Enfin bon, c'est une drôle de scène. Puis après, ils vont chercher le descendant du côté Montcalm. Alors du côté Montcalm, c'est le marquis de Marestan, dans le sud de la France, en Provence, un peu fauché, l'aristocrate, qui refait son château lui-même, enfin avec quelques ouvriers, mais on le voit avec la truelle et puis les pierres qu'il pose. Et alors on lui dit, alors Montcalm? Alors il dit, bah oui, Montcalm, c'était mon ancêtre, enfin. Alors il explique que lui, il est royaliste de toute façon, il n'a pas bougé hein, depuis Montcalm. Il est royaliste, il est légitimiste, il est pour les Bourbons. Il n'y en a pas beaucoup en France, dit-il, mais moi je le suis, enfin un peu raide, comme le monsieur. Alors on lui dit, oui, mais enfin vous êtes en République maintenant. Il dit, il faut bien, je fais avec. Mais s'il pouvait y avoir une restauration des Bourbons, bon, bref, on se dit quand même, le descendant du
de Wolf est un petit peu plus sympathique que le descendant de Montcalm. On se dit, bon, c'est comme ça, mais c'est sans doute une exception qui confirme la règle. Alors, bon, le film, ce que je veux montrer, c'est que le film ironise du début à la fin. Il ne prend pas très au sérieux. Et puis, à un moment donné, bon, ils interrogent des historiens sérieux qui expliquent tout ça. Et puis, il y a un historien un peu iconoclaste qui leur dit « Mais vous ne comprenez rien à ce qui s'est passé en 1759. » Sur le champ de bataille, il y avait les Français, il y avait les Anglais, bon, ça c'est très bien identifié, mais il y avait aussi ce qu'on appelait les Canadiens, qui étaient les paysans, enfin, ceux qui étaient arrivés dès le XVIIe siècle, qui étaient sur place et qui se démarquaient par rapport aux Français, qu'on n'appelait pas encore Canadiens français, qu'on appelait Canadiens tout court, les Canadiens. Et eux, d'une certaine façon, je conclus avec le film, et donne-moi encore quelques minutes, d'une certaine façon, ces Canadiens se sont un peu défilés, en somme. C'est-à-dire que quand ils ont vu tous les mousquetons, les baïonnettes, enfin quand ils ont vu tout ça entre les Anglais et les Français, ils se sont un peu carapatés, ou ils se sont cachés dans les buissons, enfin ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Bon, autrement dit, ils auraient comme trahi les pauvres Français qui de toute façon avaient une très mauvaise stratégie. Et alors il leur explique, et c'est par là que je voudrais terminer, parce que dans le nouveau discours, je crois que c'est important, il dit, écoutez, d'accord, il y a eu une cession par le traité de Paris à la couronne britannique, mais les habitants sur place, pas très nombreux, les habitants sur place, eux, ils ne voient pas ça comme une défaite, parce qu'ils n'en ont rien à faire des Français. Ils n'en ont rien à faire des Anglais. Eux, ils ont affaire à essayer de survivre dans un environnement qui est difficile. Alors, ils ont été conquis, bien sûr, puisque c'est la couronne britannique qui est arrivée. Mais enfin, ils ont gardé leurs mœurs, leurs coutumes, comme souvent avec les occupations britanniques, la colonisation britannique. On laisse l'autonomie très grande aux populations locales. Et autrement dit, c'est comme ça qu'ils sont d'ailleurs devenus Canadiens en n'étant ni Français ni Anglais. Et c'est par la suite que le discours clérical qui va se mettre en place, en disant c'est très bien qu'on soit conquis par les Anglais parce qu'on a évité les Lumières et la Révolution française, c'est ce discours clérical qui s'est inventé, cette espèce de filiation absolue, très grande, par rapport à la France. Et à la fin du film, c'est par là que je voulais terminer, ironiquement, que font un des scénaristes qui a fait le film, un des écrivains qui n'est pas cinéaste, lui, qui est simplement scénariste, mais qui est associé dans le film au réalisateur, qui lui dit, bah, écoute, moi, une fois que j'ai fait mon scénario, tu sais ce qui m'arrive, je le vends à Hollywood, et je pars à Hollywood. Alors, je crois que cette espèce, en passant par Will James et l'arrivée à Hollywood, ce qui sauve, ce qui rend sympathique le Québec, en dépit de souvent des idéologies nationalistes un peu raides, c'est que, d'une certaine façon, nous sommes en Amérique du Nord, et ça se termine en western ou à Hollywood. Je trouve ça très bien. Merci.